Qu'est-ce qui reste de toi, Célina? Il y a une stèle, une chapelle, les murs d'une maison. Il n'y a plus d'enfants. Il y a tes petits-enfants. Ils n'ont jamais entendu ta voix. Ils n'ont jamais vu tes lèvres se lever en un sourire doux. Ils n'ont pas connu tes bras. Ils ont quelques photos, un ou deux témoignages, des bribes de ton histoire. Ils ont le manque et l'absence. Ils ont cette larme qui parfois coule lentement sur leurs joues. Il n'y a plus d'enfants. Il y a tes petits-enfants et tes arrière-petits-fils et petites-filles. Je suis l'une d'elles. J'ai longtemps ignoré ton existence, alors que tu fais si intimement partie de moi. La première fois qu'un de tes petits-enfants m'a parlé de toi, j'avais la tête dans une autre quête du passé. Je n'ai pas bien écouté. Mais tu es revenu. Ton prénom, ton histoire si singulière. La compréhension face à toi qui ne part pas, qui les regarde partir, ou pas. Où étais-tu? Que faisais-tu lorsqu'ils ont franchi la porte? Est-ce que tu les as regardés s'éloigner vers la France? Est-ce que tu savais que tu ne serais bientôt plus là? Chapitre 1. La disparition. Le peu que je sais, c'est qu'elle a disparu en début de la guerre, quand mon grand-père est parti avec ses enfants en direction de la France pour fuir l'occupant. Elle a probablement décidé de rester dans sa maison, à Sompton, et quand ils sont rentrés, ils n'ont rien retrouvé. Même les personnes du village, quelques personnes du village qui étaient restées n'ont souvenir de rien. Donc la conclusion de tout ça, mais elle est portée disparue. Voilà tout ce que je sais, moi, de ma grand-mère maternelle. Histoire de Sompton. Yvan Baudson et Michel Pelguen. Stupeur au matin du 10 mai 1940. Vers 9h, les premiers éléments de l'armée française commencent à défiler dans les rues de Sompton. Pauvre armée, pauvre matériel. Nouvelles confuses au sujet de ce qui se passe dans les environs. Quelques-uns, peu nombreux, prennent vers midi le chemin de la France. L'après-midi, passent des gens de Virton et d'ailleurs. Le soir, c'est déjà la cohue des fouillards. La nuit du 10 au 11 mai, vers 3h du matin, on entend de Sompton une forte explosion. Le pont de Dampicourt vient de sauter. L'armée française bat en retraite. Au village, il n'y a plus à retenir personne. Très tôt, en ce matin du 11 mai, les chariots commencent à partir. La colonne des chariots et des charrettes prend la direction de Montmédy. Jeudi 23 mai, arrivé à Châtillon-sur-Seine vers midi. Dans cette ville, un centre dirige le groupe vers Goméville et Bellan-sur-Ours. La plupart s'installent à Goméville. Quelques-uns vont à Bellan-sur-Ours. Mardi 28 mai, capitulation de la Belgique. Lundi 17 juin, demi-tour. Le groupe prend la direction du retour. Monsieur l'abbé Thierry rentre au village le samedi 29 juin. Les chariots le suivent et arrivent le dimanche 30 juin. Telles sont les péripéties d'un groupe échoué en Côte d'Or. Il faut bien préciser cependant que d'autres familles, parties séparément, ont connu d'autres destinations lors de l'exode de 1940. D'autres encore n'ont pas quitté le village. Ce sont Joseph Kranz, ancien bourgmestre, et Célina Nicolas, épouse Eugène Évrard, qui ont disparu. Jean-Baptiste Doyen a été tué. Un Italien domestique de ferme et Firmin Jacques ont été évacués de force par les Allemands. C'est difficile. Papy, lui, enfin, moi, ce que je me souviens que Papy m'a dit, c'est qu'il était une bombe ou un obus, je sais pas comment on dit, moi, qui était tombé. Oui, sur la maison. Sur la maison ou à côté. Mm. Et c'est lui qui avait fait un gros trou et qui était au-dessous, quoi.
Je sais pas. Oh, mais on l'a jamais retrouvée. Mmh. On n'a jamais retrouvé. Non. Si elle était là, on l'aurait retrouvée, non? Donc Jim, il est allé avec, un pendule Mmh. et il paraît qu'il était en dessous d'une route. Alors on ne pouvait pas défaire la route. Et où ça? Une route où? Trop loin? Là, non, là, Là, près de la dans maison? l'autre, ouais. Et le village? Il avait été copieusement bombardé par la ligne Maginot. 3 maisons étaient brûlées, d'autres écrasées. Vu de la rue, certaines façades semblent intactes. Mais l'arrière de la maison est détruit. Il faut pénétrer dans les habitations pour bien prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Des murs intérieurs écroulés, des toitures comme des passoires. Georges Ferry, 99 ans, voisin de Célina. Les soldats français, pour retarder les Allemands, avaient placé au milieu du village ici une mine. Et alors, à ce moment-là, la mine était tellement puissante que tout le centre du village a été démoli. La grande fontaine, la maison ici à côté, la maison des Adams, cette maison-ci ici a été démolie aussi. Les Allemands avaient installé à Oudrigny un four crématoire ambulant. Et ils brûlaient tous leurs soldats, hein, parce qu'on n'a pas retrouvé un seul soldat ici tué de la guerre, hein, pas un seul. Donc, il est brûlé et on suppose que les civils qui étaient ici sont passés dans le four, quoi, avec les soldats. Donc, théoriquement, la grand-mère d'Anita Ah, aurait peut-être pu passer... ou bien noyés dans la fameuse trouille. Donc, ils ont fait, comme ils ont mis une mine, alors ça a été un trou, mais quelque chose d'incroyable pendant je ne sais combien de temps, hein, avant que ça ne soit comblé. Sera-t-elle tombée là-dedans? On n'en sait rien. Qu'est-ce que je sais de Célina? Célina, c'était quelqu'un de dépressif. C'est qui t'a dit ça? Mon papa qui m'a dit qu'elle était dépressive et que pendant la guerre, elle n'avait pas voulu quitter sa maison parce qu'il n'avait que ça, il ne tenait que ça. Et c'était pour sauvegarder la seule chose qu'ils avaient, quoi. Et les Allemands sont venus la capturer pendant que son mari et ses 4 enfants étaient partis. Ils sont venus en camion, ils l'ont chargé, et l'ont... Mais ça, t'es sûr? Ou c'est... C'est sûr, Comment t'es sûr? je sais pas, Personne ne l'a vu. je sais plus. À propos de ces 5 personnes demeurées à Sompton à l'arrivée des Allemands, voici des extraits d'une relation de l'avenir du Luxembourg du vendredi 11 mai 1965. 3 de ces personnes âgées connaîtront une fin dramatique et mystérieuse. Joseph Kranz, maréchal ferrant, fut longtemps bourgmestre de sa commune. Le 11 mai, il ne veut rien entendre d'un départ en France avec sa famille. Par un journal qu'il tient scrupuleusement au jour le jour, on reconstitue ses préoccupations jusqu'au 11 mai, date de ses dernières notes. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne le sait et ne le saura sans doute jamais. La famille suppose que le disparu se sera opposé, comme il l'avait déjà fait en 1914-1918, à la hargne et au pillage des soldats. A-t-il été abattu? Son corps a-t-il été incinéré avec les cadavres des nombreux militaires tués dans les bombardements de la région? Certains racontent en effet qu'il existait à l'arrière du front des fours crématoires ambulants. De Madame Veuve Évrard également, on ne retrouve aucune trace. On peut faire les mêmes suppositions que pour le pauvre Joseph Kranz. Pour Jean-Baptiste Doyen, 80 ans, on peut imaginer les derniers instants.
Un domestique a d'ailleurs rapporté ceci. Les Allemands fouillèrent les maisons du village pour en chasser les derniers civils et piller sans témoin. Lorsque je fus expulsé de la ferme de mes patrons, j'entendis 2 coups de feu. Un groupe de soldats est sorti de chez Doyen en discutant vivement. J'ai cru entendre le mot « kaputt ». À la rentrée des premiers réfugiés, on devait découvrir la dépouille de Monsieur Doyen, enterré dans un jardin, sous 2 doigts de terre à peine. La nuque était transpercée de 2 balles. Je ressens qu'il s'est passé quelque chose, quoi, voilà. Pas juste tué, qu'il y a eu Ouais, peut-être ouais, quelque mais chose oui. avant. Probablement, je suppose, enfin, oui. Moi, je suis. Mais c'est ce que tu ressens, Ouais. on t'en a pas Il y parlé, a c'est ce que tu des sens. trucs, voilà, qui sont pas normaux, Mhm. que je comprends pas qu'on fait des trucs comme ça, que j'accepte pas. Mais bon, voilà, c'est pas ça, c'est passé. Hein. Je suis certain que je sais pas pourquoi j'ai des ressentis comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça, je ne m'explique pas ça. Je suis sûr que je suis pratiquement un des seuls. Ce sont des choses. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'ai eu cette affaire-là quand on a été avec ma marraine à Sompton. Et que ma marraine m'a montré la pastel. Et c'est là que je me suis dit, OK. Ouais. Et c'est pas que je me suis dit, j'ai eu une émotion qui est venue et je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas. Mais c'est à ce moment-là. J'étais déjà passé là-bas à Sompton. Mais avec mon oncle, mais pas à la stèle et toutes ces affaires-là. Ou en tous les cas, je n'avais pas vraiment de souvenirs. Mais on avait déjà, il était déjà passé dans les alentours à Sompton parce qu'il faisait des recherches. Il a déjà été voir des médiums et tout le bazar pour voir avec des pendules et tout le truc, pour voir où elle pourrait être enterrée, quoi, tu vois. C'est ce que mon oncle disait. Il aurait bien aimé de savoir, et voilà. Et ce qui s'est passé, mais pour moi rien de beau. Non. Pour moi rien de beau. Il y a eu des autres trucs. Ce n'est pas que fusillé. Enfin bon, voilà, on a vécu des trucs. C'est Émile, c'est mon parrain qui m'a parlé de ça, Parce que lui a fait beaucoup de recherches autour de ça. Ben oui, il avait fait des recherches, il a même fait venir, fait appel à un radiesthésiste avec des cartes de la région pour éventuellement localiser éventuellement sa dépouille, mais ça n'a rien donné. On a toujours été au même point de se dire que voilà, à part dire qu'elle avait disparu pendant la guerre, mais de quelle manière elle a disparu, c'est un grand mystère.